Donc oui, je vais vous présenter plutôt un travail en cours. C'est une collaboration entre l'équipe épidémiologie clinique et l'équipe échappement aux anti-infectieux et pharmacoépidémiologie. Et donc, ce travail qui porte sur la transmission intrafoyer du SARS-CoV-2. Donc, ça va plutôt être une présentation sur la méthodologie avec des résultats très préliminaires. Donc, déjà, par foyer, on entend les personnes qui vivent sous le même toit et qui donc ont des conversations, des contacts étroits et qui souvent font partie donc de la même famille. Et donc, une des questions qu'on se pose, c'est la part de la transmission à l'intérieur des foyers sur la diffusion globale de l'épidémie. Donc, par exemple, pour quantifier cette transmission, certaines études se sont intéressées au taux d'attaque secondaire dans le foyer, c'est-à-dire quand il y a un cas qui arrive dans un foyer, quelle est l'incidence des nouveaux cas ensuite dans le foyer. Donc, une méta-analyse l'a estimé à 17%. Mais en fait, la plupart des études qui s'intéressent à cela se reposent sur l'inclusion de personnes qui ont fait une forme clinique et après à qui on applique un test PCR. Et donc, souvent, on manque les infections légères ou asymptomatiques, ce qui conduit à une sous-estimation du taux d'attaque secondaire. Et c'est là que les études sérologiques sont intéressantes, parce qu'elles permettent de détecter les infections passées, y compris les infections passées inaperçues. Et une seconde question qui fait l'objet de beaucoup de discussions, c'est l'effet de l'âge sur la transmission, en particulier le rôle des enfants et des adolescents. Et on a un petit peu entendu tout et son contraire au cours de l'épidémie, parce qu'en fonction en fait, des études selon qu'elles aient été faites au début de l'épidémie ou plus tard, parce que par exemple, si on prend l'exemple de la France et de ses voisins, pour la période du premier confinement, les écoles étaient fermées, donc finalement les enfants étaient peu ou pas exposés au virus, alors que pendant le deuxième confinement, cette fois-ci, les écoles ont été ouvertes. Donc, ça change la donne sur la diffusion du virus. Et c'est pour ça qu'à plus de 18 mois de pandémie, on est encore à discuter de ces questions-là. Donc, globalement, quand même, sur ce sujet-là, les dernières études vont dans le sens d'une moindre susceptibilité, d'une moindre contagiosité des enfants par rapport aux adultes. Mais il y aurait des différences entre les jeunes enfants, les adolescents. Et ce sujet-là n'est pas encore très étayé. Donc, nous, notre objectif dans cette étude, c'est d'estimer le risque d'acquisition du SARS-CoV-2 hors du foyer et à l'intérieur du foyer et de regarder les facteurs de risque d'infection et de transmission. Donc, à partir des données de l'enquête EPICOV. Donc, EPICOV, c'est une étude qui a été mise en place dès mai 2020. C'est une étude nationale avec un plan de sondage très élaboré, mais dont l'objectif global était de suivre la diffusion du virus dans la population française et d'étudier les conséquences de l'épidémie sur le quotidien des gens via la réalisation d'un questionnaire. Et également, il était proposé à tous les participants de recevoir chez eux un kit d'auto-prélèvement de sang pour qu'ensuite on puisse faire une sérologie pour détecter les anticorps et donc voir qui avait été exposé ou non au virus. L'enquête se fait en fait en plusieurs vagues. Donc, de vague en vague, c'est toujours les mêmes personnes qui sont réinterrogées. Et moi, je m'intéresse particulièrement à la vague 2 qui a été mise en place fin 2020. Parce que dans cette vague 2, pour à peu près 20% des participants, on leur a proposé de tester tous les membres de leur foyer qui avaient plus de 5 ans. Et donc, au final, je m'intéresse seulement au foyer de métropole, parce que la dynamique est différente entre les dom-tom et la métropole. Donc, au final, on a réussi à avoir des données de sérologie complète, c'est-à-dire une sérologie réalisée pour tous les membres du foyer de plus de 5 ans. Donc, c'était complet pour près de 9000 foyers. Alors, les données dont on dispose, c'est la distribution finale des cas. C'est-à-dire qu'on sait dans un foyer qui est positif, qui est négatif. 2 sur 2, 2 sur 3. Mais on n'a pas d'informations chronologiques type date d'apparition des symptômes qui permettrait de savoir si c'est le père qui a été contaminé en premier et après les enfants. Voilà.
Mais on va voir qu'en fait, ça ne va pas nous gêner pour le modèle qu'on développe. Parce que donc, nous, notre but, c'est d'estimer le risque d'acquisition à l'extérieur du foyer et le risque d'acquisition du SARS-CoV-2 à l'intérieur du foyer. Donc, ce sont les deux entités. Et sur ces risques, il y a de multiples facteurs qui peuvent influer. Donc là, j'en ai indiqué quelques-uns, ce n'est pas du tout exhaustif, mais en premier, on pense à l'âge. Après, il y a tout ce qui est indicateur de niveau socio-économique. Et quand on s'intéresse au risque d'acquisition à l'intérieur du foyer, eh bien, il y a tout ce qui est les variables de composition du foyer, l'âge des personnes qui constituent le foyer, la taille du foyer, les caractéristiques du logement qu'elles habitent, voilà, s'il y a possibilité ou pas d'isoler quelqu'un, enfin, ce genre de choses. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est estimer l'effet de ces facteurs sur les risques d'acquisition du SARS-CoV-2. Donc, cette quantification, je la fais apparaître ici sous la forme des bêtas. Et donc, on fait ça via un modèle à chaîne binomiale que je vais vous présenter dans un instant. Donc, globalement, le principe de l'analyse, c'est qu'on a les données, on écrit le modèle et on va chercher à estimer le jeu de paramètres θ. Donc, le θ, c'est l'ensemble des bêtas, qui permet de maximiser la vraisemblance, c'est-à-dire la probabilité d'observer les données, sachant le modèle qu'on spécifie. Et cette estimation des paramètres, cette recherche des meilleurs paramètres, en fait, on l'a fait on fait de l'estimation bayésienne. Donc, maintenant, je vais vous présenter le modèle à chaîne binomiale. Donc, la première étape, le principe de ce modèle, c'est que déjà, en premier, il faut déterminer toutes les chaînes possibles d'introduction du virus dans le foyer et ensuite de transmission secondaire qui peuvent mener au résultat qu'on observe, c'est-à-dire 2 positifs sur 2. Pour faire cela, déjà, on doit faire plusieurs hypothèses. C'est que, d'une, tous les membres du foyer sont susceptibles de contracter le virus. Que, deuxièmement, chaque membre peut se contaminer soit à l'extérieur, soit à l'intérieur du foyer. Ensuite, qu'il y a un mixte, en fait, il y a un brassage de tous les individus qui peuvent se contaminer l'un l'autre dans un foyer. On a aussi négligé la possibilité d'éventuelles recontaminations sur la durée d'étude et on a fait l'hypothèse d'absence d'erreur de classement, donc pas de faux positifs, pas de faux négatifs pour la sérologie. Donc maintenant, pour la construction des chaînes, en fait, le principe, c'est qu'on va assigner à chaque individu une génération. Donc les G0, la génération 0, c'est ceux qui se contaminent à l'extérieur. Ensuite, les G1, c'est ceux qui sont contaminés dans leur foyer par les G0. Les G2, c'est ceux qui sont contaminés par les G1, ainsi de suite. Et on note G infini, les négatifs. Donc, avec un exemple, ça va être plus parlant. Si je prends l'exemple d'un foyer de taille 2, où j'ai les 2 qui sont positifs. Le premier scénario, c'est que les 2 se sont contaminés chacun de leur côté à l'extérieur. Donc, ils vont tous les 2, donc c'est ce que je représente ici avec les flèches jaunes, ils vont tous les 2 être des G0. Donc, on a la chaîne 0, 0. Une deuxième possibilité, c'est qu'il y en ait un qui soit contaminé à l'extérieur, qu'il l'ait ramené à la maison et il a contaminé, par exemple, son partenaire. Donc, voilà, d'abord une contamination à l'extérieur du foyer et ensuite une transmission intra-foyer. Donc là, on va noter le premier individu 0, celui qui s'est contaminé à l'extérieur, et le deuxième individu, on le note 1. Donc, ça nous fait la chaîne 0, 1. Sauf que les individus, en fait, ils sont interchangeables dans le foyer. Donc, on a aussi une chaîne 3, qui est cette fois-ci la chaîne 1, 0. Donc, ce travail-là de reconstitution des chaînes, on le fait pour tous les types de résultats qu'on observe, 2 sur 2, 2 sur 3, 4 sur 4, etc. Et ensuite, donc, la deuxième étape, ça va être de calculer la probabilité d'observer le pattern d'infection, c'est-à-dire le K parmi N, pour chaque foyer. Et la multiplication des probabilités de chaque foyer va nous faire notre vraisemblance globale. Donc, comment on calcule la probabilité d'observer 2 individus positifs dans un foyer de taille 2, ou autrement dit, la contribution du foyer à la vraisemblance globale, comment on la calcule? En fait, ça va être la somme des probabilités de chaque chaîne qui peuvent conduire à
au résultat observé. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, la probabilité d'observer 2 positifs sur 2, ça va être la probabilité de la chaîne 1, plus la probabilité de la chaîne 2, plus la probabilité de la chaîne 3. Alors, comment on calcule la probabilité de la chaîne? Alors là, en fait, on va devoir calculer la contribution individuelle de chaque individu dans la chaîne. Et le produit des contributions individuelles, c'est la probabilité de la chaîne. Donc, cette contribution individuelle, c'est la probabilité qu'un individu soit de la génération I dans la chaîne K du foyer F, c'est la formule qui est en grise. Donc, prenez pas peur. En fait, ce qu'il faut, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de la formule, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans cette formule, il y a 2 lettres, B et Q, qui sont en fait ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que B, c'est notre probabilité cumulée d'échapper à la contamination à l'extérieur de son foyer. Donc, c'est une probabilité cumulée. Et Q, c'est la probabilité d'échapper à la contamination par un membre infectieux de son foyer pendant toute sa période d'infection. Donc là, il faut juste faire bien attention que B, c'est une probabilité cumulée, alors que Q, c'est en fait la probabilité de, s'il y a quelqu'un qui a le virus dans mon foyer, quelle est la probabilité que cette personne-là spécifiquement, celle-là, donc, me le transmette. Donc, c'est une probabilité, on va dire, dans une relation entre 2 individus. Donc, si après je suis infectée, si je suis exposée à plusieurs individus infectieux, bah, ma probabilité, elle va, au global de m'infecter dans mon foyer, elle va évoluer évidemment. Mais nous, là, ce qu'on quantifie, c'est cette probabilité de s'infecter au contact d'un individu infectieux dans mon foyer. Alors, ces probabilités B et Q, en fait, on les écrit comme fonction de caractéristiques des individus. Donc, B, c'est les petits i là qui apparaissent, on va l'écrire comme une fonction de caractéristique de l'individu susceptible. Et Q, on va l'écrire comme une fonction des caractéristiques de l'individu susceptible, de l'individu infectieux et aussi du foyer. Donc, les variables auxquelles on va s'intéresser spécifiquement, déjà, ça va être l'âge. On va s'intéresser à la susceptibilité selon l'âge, donc qui intervient dans B et dans Q. Après, on va vouloir étudier aussi l'effet de l'âge sur la contagiosité. Donc, on rentre l'âge dans les caractéristiques de l'individu infectieux pour la transmission intrafoyer. Puis aussi, on va vouloir prendre en compte les symptômes. Et enfin, la richesse en fait de l'enquête EPICOV, c'est toutes ces données d'ordre socio-économique, socio-démographique. Donc, on va vouloir prendre en compte des variables comme déjà l'origine géographique, la densité de la zone d'habitation, est-ce que c'est une zone d'habitation prioritaire, d'autres indicateurs de niveau de vie, notamment le revenu du foyer. Et puis, on a des informations sur est-ce que le logement est surpeuplé, la taille du foyer, etc. Et donc, ces estimations, donc nous, ce qu'on va vouloir, donc ce qui nous intéresse à estimer, hein, c'est les bêta, les gamma, les delta. Et ces estimations-là, on fait du bayésien. Je ne rentre pas du tout dans le détail du bayésien, mais donc juste le principe, c'est que à la fin, on va avoir une distribution, on va obtenir la distribution de nos paramètres. Et ça va être la résultante d'un a priori et de l'information contenue dans les données. Donc, maintenant, je vais juste vous présenter quelques résultats préliminaires pour montrer en fait le type de résultats qu'on obtient. Donc, déjà ici, je vous présente les séroprévalences par âge dans notre échantillon de 20 000 individus. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est chez les 18-24 ans que la séroprévalence était la plus élevée. Et on a un peu une forme en montagne, voilà, avec une augmentation jusqu'à 18-24 et après, ça redescend. Et au global, donc, important, hein, c'est des données de novembre-décembre 2020. Donc, au global, d'ailleurs, la séroprévalence était de 6%. Alors ici, c'est le type de résultat qu'on obtient dans le modèle. Donc là, en abscisse, vous avez l'âge de la personne susceptible. Donc ce graphique, c'est sur la susceptibilité selon l'âge. Et donc ici, c'est la probabilité, en haut, c'est la probabilité cumulée de se contaminer à l'extérieur du foyer. Et en bas, c'est la probabilité de s'infecter auprès d'un individu de son foyer qui serait infectieux.
Donc, en combiné, au global, déjà, ces deux probabilités, en brut, c'est 4,5% et 18%. Et ensuite, j'ai représenté donc par tranche d'âge et aussi donc en bleu les femmes et en rouge les hommes. Donc sur la probabilité de se contaminer à l'extérieur du foyer, on retrouve en fait la forme en V, c'est-à-dire que c'est les 18-24 ans qui sont les plus à risque de se contaminer à l'extérieur de chez eux. Et ça diminue avec l'âge, on voit bien, pas de différence homme-femme. Et pour la susceptibilité dans la transmission à l'intérieur du foyer, on trouvait que c'était en fait, il y avait une augmentation avec l'âge et que c'était les 65-74 ans qui étaient les plus susceptibles d'être contaminés par quelqu'un de leur foyer qui serait positif. Et alors aussi, bon, c'est pas vraiment significatif, mais on voit quand même qu'à chaque fois, c'est les femmes qui sont un peu au-dessus des hommes. Le bleu est toujours un peu au-dessus du rouge. Et donc ensuite, j'ai regardé cette fois-ci la contagiosité selon l'âge. Donc là, la figure précédente, c'était les probabilités. Et là, c'est l'odds ratio. Donc dans la formule de tout à l'heure, c'est quand on écrivait logique de... Enfin, oui, c'est logique de Q égale fonction de... Enfin, c'est la même expression qu'une régression logistique. Donc la classe de référence, c'est 35-44. Et on voyait que lorsque la personne infectieuse est plus âgée, notamment les 65-74 ans, le risque d'être contaminé augmente. Voilà, donc c'est vraiment en cours, donc ça a continué. Je conclue juste en disant qu'en fait, l'enquête EPICOV fait partie d'un projet européen qui s'appelle Orchestra, dont un des work packages en fait réunit plusieurs cohortes en population générale, et qu'une des perspectives du travail, c'est de faire, alors je ne sais pas comment on dit en français, federated analysis, mais enfin, en tout cas, c'est de collaborer avec avec une équipe de Munich qui a une cohorte de foyers, qui s'appelle Coco-19, et donc là aussi, c'est dans les perspectives. Et je remercie toutes les personnes d'EPICOV et d'Orchestra avec qui je collabore. Merci.